portez bien. Donc, très heureux d'être là avec Michel Lafontaine. Je pense que plusieurs connaissent de J'ai mon appart à Shawinigan et Sarah Pellerin, coordonnatrice de la chaire Autodétermination et Handicap. Donc, aujourd'hui, on est très content parce que déjà de ça, plusieurs mois, on vous avait présenté le projet sur lequel on travaillait en développement qui consistait finalement à un programme d'accompagnement des parents pendant la transition résidentielle de leur enfant. Et l'idée d'accompagner les parents, c'est parce que c'est pas seulement les enfants devenus adultes qui vivent, qui ont des défis à relever quand vient le temps d'aller vers un appartement supervisé, par exemple, ou d'être dans une transition résidentielle. Les parents aussi vivent des défis. Et ça faisait quand même quelques années que ce constat-là, ben, on le faisait, puis on a eu l'occasion, en fait, de travailler sur un projet pour permettre de structurer un programme pour cet accompagnement-là. Donc, Sarah, je vais te laisser peut-être partager l'écran, puis on va pouvoir démarrer un peu cette présentation-là. On va essayer d'être le concis et clair là, pour se donner au moins un bon 20 minutes d'échange, de questions, de retour de votre part également. Donc, ben, le programme, en fait, programme de chez nous à chez toi, c'est un programme qu'on a pu développer grâce au soutien financier, en fait, de l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, je tiens vraiment à le souligner, c'est grâce à eux qu'on a eu les fonds nécessaires, en fait, pour développer ce programme-là. Un petit mot rapide au niveau de la chaire autodétermination et handicap. En fait, on a été le partenaire scientifique de ce projet-là. La chaire, en fait, travaille sur différentes questions liées à l'autodétermination et au handicap, mais vraiment plus spécifiquement par rapport à la déficience intellectuelle et l'autisme. Puis dans la diapo précédente, vous avez vu là, plusieurs de nos partenaires, collaborateurs financiers qui nous soutiennent, soit par une contribution en nature ou par la philanthropie également, qui nous permettent de réaliser les différents travaux. La chaire a trois axes principaux, en fait, sur lesquels on travaille. Donc, un premier axe, là, puis je les nomme rapidement parce que vous allez voir en même temps toute la cohérence entre le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Premier axe qui concerne davantage le volet de la scolarisation. Apprendre à s'autodéterminer tout au cours de la vie, c'est un peu la phrase synthèse des travaux qu'on mène sur cet aspect-là. C'est un peu cette idée-là de se dire que l'autodétermination, ben, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se développe et on travaille notamment avec des milieux scolaires à développer des pratiques pédagogiques qui favorisent l'autodétermination pour que dès le plus jeune âge, en fait, chacun puisse, à la hauteur de ses capacités, développer des aptitudes à s'autodéterminer. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est toute la question socio-professionnelle, avoir une occupation du temps qui est significative. Et on résume un petit peu nos travaux par cette petite phrase où on se dit qu'on cherche à passer d'activités qui occupent à des activités qui ont du sens. Quand on est un adulte qui a une déficience intellectuelle ou autiste, l'idée, c'est pas simplement d'être occupé, c'est aussi d'avoir une activité qui nous permet de se développer, de se réaliser, de créer des liens, d'avoir une vie à la hauteur de ses rêves. Donc, qu'est-ce qui est possible en fait, puis comment favoriser en fait les développements nécessaires pour que tout le monde puisse accéder à ce type d'activité-là. C'est un axe important sur lequel on travaille. Et le troisième, c'est toute la question de l'habitation. Et là, ben, c'est l'idée de passer d'une logique de placement à un hébergement jusqu'à un véritable chez-soi. Donc, longtemps, la notion de placement était un peu même le terme utilisé. On plaçait les gens à un certain moment. Petit à petit, on est allé vers une logique d'hébergement qui était déjà un avancé par rapport à ce qu'on avait connu. Mais aujourd'hui, on a les connaissances, on a des ressources, on a la mobilisation nécessaire pour développer de véritables chez-soi, puis offrir des opportunités malgré les besoins de soutien que certains peuvent avoir d'accéder à un véritable chez-soi. Donc, du placement à l'hébergement au chez-soi. À travers tout ça, en fait, c'est pas juste des connaissances qu'on cherche à produire, mais on cherche à mobiliser ces connaissances-là dans des projets, des actions concrètes. Et le programme qu'on vous présente aujourd'hui, ben, c'est justement un projet développé en partenariat avec J'ai mon appart. À travers, je dirais, les avancées du projet et peut-être passer à la prochaine diapo, Sarah, s'il te plaît. Je vais justement donner la parole à Michel pour qu'elle puisse nous présenter là, brièvement ben,
qu'est-ce que c'est J'ai mon appart et puis ben ensuite quel était le besoin en fait qui nous a amené à développer ce beau projet-là. Donc je te donne la parole, Michel. Merci. Merci, Martin. Tu me donnes la parole, mais c'est avec un petit filet de bois que je vais m'adresser à vous. Je vais vous donner tout ce que je peux en, en, en volume, mais c'est ça, j'ai une extinction de voix. Je trouvais quand même important de pouvoir être là pour vous parler de J'ai mon appart. Probablement que la plupart d'entre vous connaissez J'ai mon appart ou vous avez vu sur Facebook, on est très actifs parce qu'on tient à partager les nouvelles. J'ai mon appart, c'est une OBNL qui a été créée en 2018 par des parents d'adultes qui avaient une déficience intellectuelle et dont le besoin était d'aller vivre en appartement supervisé. Donc, on a créé notre OBNL et on a fait des démarches dans le cadre d'un projet Axélogie qui fait qu'on a euh, réalisé la construction d'un immeuble à Shawinigan, immeuble de 12 appartements, 11 appartements de 3,5 et un appartement de 4,5 euh, avec des espaces communs. Donc, on accueille des 11 locataires, quatre femmes, 7 hommes, dont l'âge varie entre 26 et 59 ans. Donc, j'ai mon appart. On est très fiers d'avoir réalisé ce projet-là. On a accueilli les premiers locataires au mois de mai 2022. Donc, ça va faire bientôt 2 ans qu'on vit l'expérience. C'est vraiment une aventure là, de le vivre dans le concret, la vie en appartement supervisé. Et comment on en est venu à développer ce projet-là avec Martin? En fait, c'est que quand on a, c'est pendant toutes les démarches là, de la réalisation du projet, l'accent a été mis naturellement sur, vous allez reconnaître là, des choses là, sur tous les volets du programme Axélogie ou toutes les démarches qu'il faut faire dans le cadre d'un projet FAC pour en arriver avec la SHQ ou avec d'autres institutions, en venir à construire l'immeuble. Donc, beaucoup d'énergie qui est mise là-dessus, beaucoup d'énergie aussi qui est mise sur les personnes qui vont habiter dans ces appartements-là. Donc, faire la sélection, voir qui a les meilleures aptitudes pour être capable d'avoir son propre chez-soi. Donc, toute la préparation aussi, une fois que la sélection est faite, toute la préparation de ces adultes-là pour éventuellement faire la transition vers la vie en appartement. Mais il y avait comme une portion des gens qui étaient un peu oubliés. Ce sont les parents de ces adultes parce que c'est vraiment un défi aussi pour les parents de faire en sorte de préparer leur adulte et c'est une transition aussi, c'est une transition importante entre euh, la vie la vie qui est orientée vers la, la, les soins, les services, tout ce qui fait qu'on est avec notre adulte. Mais là, il faut le préparer vers la vie en appartement. Mais il y a comme un détachement aussi qui doit se faire. Et c'est les parents, ben, on se trouvait un peu comme oubliés. Puis, vu que les parents étaient intégrés dans toutes les démarches aussi du projet, ben, j'avais l'occasion de les rencontrer, puis d'échanger, de jaser. Mais le besoin est vraiment venu des parents, de ce qu'on vivait. Donc, je me suis adressée à Martin, justement parce qu'on travaillait avec la chaire de recherche. Et c'est vraiment un programme sur mesure qui a été développé pour que les parents puissent avoir un espace pour s'exprimer, un espace pour échanger, un espace pour entendre aussi ce qui est vécu par d'autres parents. Et c'est une formation, mais quelque chose qui était structuré, mais dans une ambiance qui était aussi
ouverte et décontractée. C'était pas une formation obligatoire, c'était pas un programme obligatoire, mais c'est sûr qu'on invitait les parents à en prendre part. Donc, c'est dans ce contexte-là que c'est développé le projet. Et je peux vous dire que ça a été très apprécié. La formule a vraiment apporté beaucoup aux parents, tellement que les parents ont demandé à ce qu'on puisse avoir comme une phase 2 pour prendre tu sais, comme pour être capable aussi d'échanger par rapport à ce qu'on vit dans les premiers temps. Parce que c'est une expérience vraiment particulière. Moi, je dis souvent à nos enfants qui sont devenus adultes, à nos enfants, on leur a donné des racines, mais apprendre à leur donner des ailes, à délaisser, à prendre du recul, à voir est où notre place, à entendre qu'est-ce que c'est vraiment l'autodétermination dans le concret des choses, à échanger par rapport à nos souhaits, à nos peurs, à nos façons de faire, ben, c'est ce que le programme a permis. C'est important pour nous aussi de vivre le programme puis d'être capable de donner notre avis ensuite dans l'esprit de pouvoir redonner à d'autres parents qui éventuellement vivraient la même démarche que nous. Donc, ben, en fait, je vous trouve chanceux, les projets, les organismes, de pouvoir avoir accès à un projet comme celui-là, puis à faire en sorte que les parents pourront être accompagnés d'une façon particulière en regard à ce qu'ils auront à vivre. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à comment on a contribué à ce projet-là. Merci, merci beaucoup, Michel, parce qu'effectivement, le projet, il est vraiment parti des besoins des parents, puis d'échanges, de discussions. Puis, je me rappelle entre autres d'un parent à un certain moment qui avait dit, ben, à un certain moment, j'ai cru que mon enfant vivrait jamais en appartement, alors que je rêvais qu'il puisse un jour voler de ses propres ailes. Puis maintenant, finalement, on va y être. Puis en même temps, j'ai énormément peur, tu sais, que ça arrive alors que j'en ai toujours rêvé. Fait que cette espèce de paradoxe-là, hein, de dire on y va, mais en même temps, est-ce que ça va le faire? Comment ça va le faire? Pour moi, c'était ce sentiment-là chez les parents que je trouvais tellement important euh, qu'on puisse leur offrir un soutien là-dessus. Tout de suite, je veux vous dire, là, le programme, on va vous donner les liens, il est disponible en ligne, il est gratuit, vous allez pouvoir le télécharger, je vous le dis tout de suite, là, parce que tout ce qui a été développé, en fait, est fait pour être rendu disponible au plus grand nombre. Donc, c'est quoi le programme d'accompagnement? On dit que c'est pour les personnes proches aidantes pendant la transition résidentielle vers un milieu de vie autonome de leur proche ayant une déficience intellectuelle ou autisme. Pourquoi personnes proches aidantes? Le plus souvent, c'est des parents, mais c'est arrivé qu'il y a eu des frères, des sœurs ou d'autres membres de la famille qui étaient le proche significatif. Donc, on le fait aussi dans cet esprit-là de se dire, ben, parfois, oui, c'est le parent, mais parfois, ça se peut que ce soit un frère ou une sœur qui est impliqué. Donc, parfois, il y a cet ajustement-là là, qui peut être nécessaire. C'est pour ça qu'on parle ici de personnes proches aidantes. Collaboration avec J'ai mon appart, la barre de J'ai mon appart a été inestimable parce que ça nous a permis en fait de développer et de tester là, auprès d'un premier groupe de parents ce programme-là. Donc, ça a été vraiment une co-construction par les retours qu'on avait en cours de route. On a été capable d'ajuster le programme. Peux aller à la prochaine, Sarah, s'il te plaît. Donc, sans tomber dans trop le fin détail, mais simplement dire que on a vraiment commencé par aller voir dans la littérature scientifique et dans les différents programmes d'intervention qui existaient, qu'est-ce qu'on avait déjà comme connaissance par rapport à l'accompagnement des parents pendant les contextes de transition résidentielle. Qu'est-ce que les parents vivent? À partir du moment où on a un enfant qui quitte la maison, ben on vit des choses qu'il ait une déficience intellectuelle ou pas. Moi, je suis là-dedans en ce moment. Mes enfants quittent, j'en vis des choses. Maintenant,
quand mon enfant a une déficience intellectuelle ou est autiste, puis qu'il a des besoins particuliers, ça ajoute également. Fait qu'on est allé voir tout ce qu'on avait comme connaissance dans la littérature scientifique pour en tenir compte dans la construction du programme. Donc, et là, on a eu 2 rencontres de co-construction avec les personnes elles-mêmes qui étaient concernées dans l'organisme pour mieux cibler leurs besoins. On s'est dit, ça, c'est dans la littérature scientifique. Est-ce que c'est vrai que ça vous rejoint? Puis qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour qu'on puisse, en fait, construire un programme qui est vraiment appuyé sur l'expérience puis appuyé sur les connaissances disponibles. Ça nous a permis, en fait, d'élaborer le programme autour de 6 rencontres thématiques qu'on a été capable d'animer avant le départ en appartement et qui s'est poursuivi après l'arrivée en appartement. Donc, des thématiques qui ont été ciblées par la recension des écrits. Donc, vous les avez là. Donc, les systèmes, une première rencontre, en fait, qu'on appelait rencontre d'accueil, qui est un peu où est-ce que je me situe, moi, comme parent? J'ai utilisé le mot parent, mais sachant que des fois, c'était pas des parents, ça pouvait être des frères et sœurs. Où est-ce que je me situe, moi, comme parent à ce stade-ci? Donc là, puis vous allez voir un peu le matériel qu'on utilisait. On utilisait des images pour essayer de mettre des mots là-dessus. Je me sens débordé, j'ai hâte, j'ai peur, j'ai l'impression de courir partout, je doute. Donc, une rencontre d'accueil qui permettait de prendre contact puis d'identifier en fait où est-ce que j'en suis. On a abordé aussi la communication. Comment se passe la communication avec mon enfant? Parce que là, mon enfant va vivre chez lui. Il y a une évolution aussi dans la façon de communiquer. Et bien sûr, l'autodétermination étant toujours la trame de fond derrière ça. Donc, communiquer pour renforcer aussi l'autodétermination de mon enfant, c'est-à-dire que là, il va être chez lui. Donc, comment est-ce que je tiens compte du fait qu'il est chez lui puis qu'il va prendre des décisions au regard du fait qu'il est chez lui? Alors, peut-être que et là, je vous donne des exemples très concrets, mais peut-être que les fourchettes ne seront pas rangées dans le tiroir là où je pensais qu'ils devraient être rangées. Est-ce que je suis capable de vivre avec ça ou si je vais avoir tendance à vouloir décider de trucs comme ça. Comment je vis ça? Comment je négocie avec ça? La gestion des risques, évidemment, parce que ça revient toujours. C'est quoi le niveau de risque acceptable? Comment réfléchir ce risque-là? Puis je vous dirais aussi, il y avait plusieurs couples qui étaient là. Et des fois, entre le père et la mère, ben, on n'a pas la même évaluation également des risques. Ça ouvrait, en fait, ça donnait l'occasion également d'échanger là-dessus. Développer ses frontières interpersonnelles. Ce que ça veut dire, c'est, ben là, moi, je suis un parent, je vais chez mon enfant, comment je le vis, ça, comment je me positionne. Je cogne quand je vais chez mon enfant. C'est des choses très simples, très concrètes, mais comment je négocie mon enfant qui me répond pas, qui a envie de me voir, qui a pas envie de me voir. Comment est-ce que je vis ça? Petit à petit, redéfinir mon propre rôle. C'est quoi être parent d'un adulte qui a une déficience intellectuelle qui vit maintenant chez lui? C'est quoi? Qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir? Puis certains disaient, ben, qu'est-ce que je veux plus rien savoir non plus? Donc, comment est-ce que je me définis en termes de rôle puis de proximité? Puis une dernière rencontre, en fait, pour être capable de recueillir un peu toutes tous les apprentissages, puis faire un petit peu le point. Donc, ces 6 rencontres-là, on les a expérimentées. On a été comme plein de projets de recherche impactés aussi par la pandémie, fait que ça a été sur une période un petit peu plus longue que ce qui était prévu, mais ça nous a permis de la vivre vraiment pendant la transition. Donc, ben voilà, les rencontres aussi se poursuivaient pendant les premiers moments clés. Donc, ça nous a permis, ben, des fois, on se préparait au déménagement, des fois, il était dans le déménagement, des fois, s'il venait, ça fait un certain temps que chacun était installé. Fait qu'il y avait vraiment cette proximité-là qui était présente aussi avec le momentum. 17 personnes proches aidantes là, qui étaient engagées dans la transition résidentielle. Ça a été un groupe quand même assez nombreux, 17 personnes. Donc, parfois, évidemment, il y a pu y avoir des absences, mais de ces personnes-là, comme je le disais, c'était généralement les parents ou encore frères et sœurs. Notre idée était de dire on anime le programme, mais on voulait bien sûr que quelqu'un extérieur vienne à la rencontre des parents après pour aller chercher en toute transparence, je dirais, les commentaires sur ce qui a été animé. Donc, on a fait des entretiens de recherche après. On est retourné voir les parents, 11 entretiens de recherche qui ont été faits avec les parents pour savoir ben, qu'est-ce que vous avez tiré de ce programme-là et qu'est-ce qu'on pourrait bonifier et améliorer, ce qui nous a permis d'ajuster en fait le programme et ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est vraiment cette version-là ajustée. Donc, on peut aller au prochain.
Donc, vous allez avoir vraiment deux guides. Donc, il y a le guide de l'animateur du programme et il y a le guide également du participant. Donc, le guide du participant, c'est vraiment le parent dans le groupe. Il y a ce guide-là et il y a l'animateur qui a un guide. Et Sarah, je vais t'inviter justement, qui a travaillé très fort sur sur le programme, à nous présenter un peu là, les différents éléments de contenu qu'on y retrouve. Exactement. Merci, Martin. Donc, deux guides qu'on a développés, qu'on vous rend accessibles sur notre site Internet. Donc, je vous présente un petit peu qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur de ces guides. Donc, pour le guide de l'animateur, la première section qu'on a mis, qu'on trouvait importante de mettre en place, c'était la planification. Donc, on vous a séparé, on vous a décrit chacune des composantes du programme pour vous permettre de bien vous situer et de bien vous préparer à l'animation de ce programme-là. On était conscient qu'il y aurait des intervenants de tous les horizons qui pourraient s'approprier le programme et le présenter dans leur organisme, dans leur établissement. Donc, on voulait s'assurer que vous ayez tous tout en main pour pouvoir animer le programme et que tout soit clair. Donc, on vous a mis, et vous allez voir, quand vous allez télécharger le guide, il est assez volumineux, il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'on vous a mis ça le plus dynamique possible, le plus intéressant possible pour vous permettre de vous approprier le tout. Donc, on vous parle des objectifs du programme pour s'assurer que le programme réponde à vos besoins dans le cadre de vos différentes missions. On vous parle du groupe de pairs, hein. Quels sont les éléments qui sont importants dans votre groupe de pairs? Comment est-ce qu'on interpelle les gens pour participer au programme? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont intéressants à noter pour cibler les bonnes personnes pour participer au programme? Au niveau des animateurs, quelles sont les qualités, les compétences à développer pour s'assurer de bien comprendre, de bien animer le programme? On parle ensuite des différentes responsabilités que vous allez devoir vous partager si vous êtes plusieurs animateurs, entre autres, ou comment est-ce qu'on peut organiser l'animation de ce programme. Les codes et procédures, donc qu'est-ce qu'il faut annoncer aux participants pour s'assurer du bon fonctionnement de la programmation, comment penser le temps, comment assurer une bonne communication puis des bonnes interactions entre vos différents participants, comment organiser votre espace et les différents systèmes d'évaluation à mettre en place pour vous assurer d'atteindre les objectifs de votre programme. Donc, chacune des sections sont bien définies, elles sont bien décrites pour vous permettre de bien comprendre où vous en allez avec ce programme-là, en fait. Donc, ensuite, une fois qu'on a parlé de planification, bien, il y a une section par rencontre. Donc, ça va être facile de faire imprimer votre guide et de prendre la bonne section pour animer votre rencontre. À chacune des sections, il y a toujours un plan de la rencontre qui est bien détaillé. Vous allez avoir le matériel nécessaire à faire imprimer pour votre animation. On rappelle les objectifs de la rencontre et les critères de réussite que vous pourrez ensuite utiliser à la fin de la rencontre pour voir est-ce que vous avez atteint vos objectifs suite à votre animation. On a également l'ensemble du déroulement de la rencontre avec toutes les activités qui sont bien détaillées pour vous permettre, c'est vraiment un clé en main, ça vous permet de prendre la rencontre, de vous y préparer et d'animer la rencontre. On vous laisse un exemple de tableau, mais vous allez voir, c'est très, très détaillé. L'ensemble des composantes sont bien expliquées pour vous permettre d'animer la rencontre et d'avoir un plan qui est clair en tête. On a aussi ajouté des petits éléments qu'on a trouvés importants suite à l'animation et à la mise à l'essai de ce programme-là.
Donc, les premiers éléments, c'est les petits trucs. Ce sont des petites techniques d'intervention, des éléments que les participants nous ont ramenés, qu'on trouvait important de souligner, qui permet à l'animateur aussi d'ajuster son animation en cours de route. Les petits trucs, c'est peut-être de vous rappeler de vous assurer de faire des tours de parole, d'aller chercher les gens qui sont peut-être plus silencieux, d'aller vérifier leur compréhension de ce qui est abordé, de faire des liens entre les participants pour vous assurer d'une bonne cohésion à l'intérieur de votre groupe. D'accorder, par exemple, une place qui va être significative au partage du vécu entre les participants parce que ça nous permet d'aller chercher énormément d'informations, de donner des exemples concrets qui s'appliquent aux réalités des personnes que vous accompagnez, à la réalité des personnes proches aidantes. Donc, c'est vraiment des petits trucs d'intervention qu'on a essayé de mettre en place, des pensez-y bien pour vous donner confiance en votre animation et c'est ça, c'est fort de l'expérience qu'on a développée, en animant une première fois ce programme-là. On a ajouté des espaces de réflexion aussi. Parfois, en cours d'animation, c'est intéressant de pouvoir prendre des notes, d'assurer un certain suivi entre nos rencontres. Donc, on vous a laissé un espace à même le guide pour pouvoir le faire. On a ajouté également différentes techniques d'intervention qui peuvent être intéressantes à utiliser à l'intérieur de votre animation. Comment est-ce qu'on peut faire un feedback descriptif, par exemple? Vous pourrez lire nos exemples à l'intérieur du guide. L'utilisation d'échelles, est-ce qu'il y a des techniques qui sont reconnues pour l'animation de différents groupes? On a essayé de les intégrer un peu partout à l'intérieur du guide pour vous permettre de les utiliser au bon moment. On fait également beaucoup l'utilisation de mise en situation. Donc, les mises en situation sont décrites avec des éléments qu'on trouve importants de souligner quand on les travaille avec les personnes qui sont proches aidantes. Donc, on croit ou on espère que l'ensemble de l'information qu'on a mis à l'intérieur du guide de l'animateur, ben, ça vous permet, même si vous avez peut-être pas travaillé 5 ans dans une chaire de recherche sur l'autodétermination, d'avoir une base suffisante pour prendre le programme et l'animer avec vos parents, vos personnes proches aidantes. Le guide de l'animateur, bien, ensuite, il y a l'annexe. Vous avez l'entièreté du matériel que vous pouvez faire imprimer pour vos participants qui sont que vous pourrez recopier, faire imprimer, distribuer avec les participants au besoin selon les différentes activités. On vous donne aussi du matériel complémentaire. On est conscient que l'autodétermination, bien que c'est un sujet qui est davantage d'actualité, qu'il y a plusieurs formations qui sont disponibles, bien, parfois on a besoin de se rafraîchir la mémoire et d'aller retravailler avec les concepts pour pouvoir se les approprier davantage. On vous a mis une liste de références. Il y a des podcasts, des balados en français qui sont disponibles, qui parlent d'autodétermination que vous pourriez écouter. Il y a différents sites web, des lectures qu'on vous a pointées, qu'on vous a partagées également, qui sont intéressants. Ensuite, je saute au guide du participant. Donc, le guide du participant, il est toujours construit de la même façon. Donc, un premier élément où on vient partager le transfert, ben, certaines notions sur lesquelles on veut échanger, qui devient un prétexte pour permettre aux parents, aux personnes proches aidantes de parler de leur vécu, de connecter, de faire des liens entre les différentes personnes du groupe, mais qui nous permet aussi d'aborder certaines notions qui semblent importantes, qui avaient été notées par l'équipe de J'ai mon appart comme étant des sujets d'importance à discuter. Donc, il y a toujours une section de transfert de connaissances. Ensuite, on a des sections de questions de réflexion un peu qu'on peut euh, utiliser pour lancer les discussions avec notre groupe de proches aidants. Il y a différentes mises en situation, comme je l'ai dit dans le guide
de l'animateur qui sont dans le guide du participant également, qui permettent de hypothétiquement réfléchir des situations qui pourraient hypothétiquement arriver peut-être, mais que finalement, c'est pas si déconnecté de la réalité, même si ce ne sont que des situations hypothétiques. L'histoire des fourchettes en est une bonne, Martin, qui a ramené en début de rencontre. Donc, ça permet de se projeter dans ce que sera ma nouvelle réalité comme parent d'une personne adulte qui vit maintenant en appartement. Ça permet de faire des liens entre ce qu'on est en train de voir et ce que la réalité est ou sera à court terme. Et il y a également des espaces de réflexion pour les parents. Il y avait un parent, entre autres, que je me rappelle, qui prenait énormément de notes dans un petit cahier, ce qui nous a euh, donné l'idée d'avoir un espace pour permettre à la personne de noter ses réflexions. Donc, je ne reviendrai pas sur les différents thèmes qu'on a parlé parce que Martin les a soulignés, mais chacun des thèmes sont abordés et les parents repartent avec le matériel. Donc, ils ont des références qu'ils peuvent utiliser pour poursuivre la conversation ou pour s'y référer aux besoins quand il y a certaines techniques d'intervention qu'on leur propose, quand il y a certaines notions qui sont discutées. Donc, voilà comment on a pensé le guide. Alors, comment est-ce que on peut se procurer ce programme-là? En fait, nous l'avons déposé sur notre site Internet. Ne soyez pas surpris, dans les prochains mois, notre site se fera une beauté, mais le document sera toujours disponible, il n'y a aucun souci. Donc, vous pouvez vous rendre, je vous montre comment aller le chercher, mais il faut aller sur le site de la Chaire Autodétermination et Handicap, donc www.uqtr.ca/CAH et vous aurez ici le programme dès sur la page d'accueil, programme de chez nous à chez toi. Quand vous cliquez dessus, vous avez un petit rappel de ce qu'est le programme et on vous demande en fait d'inscrire votre nom, votre courriel et de vous identifier dans une des catégories, un parent, un proche aidant, un intervenant, un gestionnaire, une personne en situation de handicap et de nous transmettre vos coordonnées et instantanément, presque, vous aurez le guide du participant et de l'animateur qui vous seront envoyés par courriel. Quand vous ouvrez le courriel, en fait, nous utiliserons pas vos coordonnées. C'est vraiment pour pouvoir vous envoyer le document qu'on vous demande de vous identifier. Et nous, ça nous permet aussi de garder un petit peu un suivi de qui s'intéresse à notre programme, qui est allé le télécharger et dans l'optique où on voudrait peut-être faire une phase 2 ou de continuer notre travail dans cette optique-là. Ça nous permet un peu de développer un argumentaire et de dire, eh bien, c'est important, les gens s'y intéressent et on a eu 200 personnes qui sont venues télécharger notre programme. Là, j'espère que je ne suis pas optimiste en disant 200 personnes, mais je pense que oui, vous pourrez le faire voyager. Donc, si jamais il y a des collègues à vous qui sont intéressés par le programme, on vous invite à transmettre, non pas seulement le programme, mais de transmettre le lien pour qu'ils puissent eux aussi aller le télécharger à partir de notre site Internet pour qu'on puisse venir appuyer nos demandes et dire, témoigner de l'intérêt que le programme peut susciter. Donc, une fois que vous recevez le courriel, vous allez recevoir le guide du participant et le guide de l'animateur. Et je ne vais pas vous donner mal au cœur, mais c'est du matériel qui est facilement imprimable, qui peut être envoyé directement aux participants en format PDF. Oui. Et puis, vous avez également le guide de l'animateur. Là, je descends en bas pour vous montrer un peu le matériel, mais vous allez voir nos différentes activités. On a essayé de mettre l'imagerie, différents sentiments. Les photos ont parlé aux parents dans nos différentes activités. Donc, on a essayé de rendre le tout vivant, dynamique et intéressant comme matériel. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Sarah. Donc,
On a fait, je dirais, quand même un survol du programme en tant que tel. Je vois, il y a une question dans le chat. Je vois, Michel, que tu as la main levée aussi. Donc, je te donne la parole, Michel. Tu as disparu, mais C'était est-ce que peut-être juste un petit Est-ce que un je suis accrochage. encore là? Oui, tu en parles là? OK. Ce que je veux dire, c'est, admettons, comme il y a deux choses, puis même ça me rappelle des bons souvenirs, là, c'était vraiment bien expliqué, Sarah et Martin. Ce que je veux dire, c'est que le programme a aussi eu un impact sur les locataires, sur nos enfants. Nos enfants, nos adultes ça les a rassurés que leurs parents soient accompagnés. Parce que pendant tout ce processus-là, eux, ils reçoivent là, comme de l'aide de leurs intervenants, des autres membres de leur famille, de leurs parents, mais que leurs parents aussi soient, qui aient la chance d'être accompagnés. Puis tu sais que le parent va leur parler de certaines situations ou quand notre enfant nous parle de telle ou telle situation, qu'on soit comme à l'écoute de ça parce qu'on y a déjà réfléchi. Moi, je peux vous dire que ça a eu un impact positif sur les personnes, sur les enfants, adultes. Et une petite recommandation que je vous ferai, euh, vous savez, moi, je suis présidente de J'ai mon appart, donc je suis aussi parent. Je faisais aussi partie des démarches. Mais quand j'étais à la formation, j'étais vraiment un parent. Je n'avais pas mon chapeau de présidente. Je faisais pas d'intervention en lien avec les démarches. Et c'est important que ça soit une personne qui est à l'extérieur du conseil d'administration, qui est à l'extérieur de, moi, je vous recommanderais de trouver un animateur ou une paire d'animateurs. Je pense que c'est encore mieux qu'il y ait deux personnes, euh, une, une paire d'animateurs qui soit dévouée, qui soit dédiée à votre projet, qui vous accompagne, mais que ça ne soit pas des personnes qui font partie de votre conseil d'administration ou éventuellement, tu sais, comme il y en a qui sont chargés de projet ou n'importe. Cette distance-là, je crois qu'elle est nécessaire, est importante et je crois qu'elle est nécessaire. C'est ce que je voulais ajouter.